Voilà la réflexion particulièrement intéressante du comédien, scénariste, pianiste Alexandre Astier à propos de l'apprentissage académique. Moi, j'ai appris la musique d'une manière hyper académique. L'académisme a une grande valeur, mais je trouve qu'il est mal transmis, que je le trouve poussiéreux aussi, je le trouve en retard, je trouve qu'il ne profite pas des choses modernes sur l'apprentissage. En gros, si vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau à l'école et avez fait de brillantes études, vous ne vous êtes peut-être jamais posé ce type de questions. Qu'est-ce que l'école aujourd'hui, après Internet, pendant Internet? Est-ce que c'est le savoir qui compte? Est-ce que c'est la masse à savoir qui compte? Est-ce que c'est la manière de le donner? Mais si au contraire vous étiez étiqueté mauvais élève et que vous trouviez les cours très ennuyeux, alors ce genre de pensée vous a probablement traversé l'esprit. Pourquoi je n'arrive à rien? Pourquoi j'ai autant de mal à me concentrer? Alors que j'ai l'impression que d'autres réussissent sans trop forcer. Suis-je vraiment nul ou plus lent que les autres, comme on me le rappelle constamment? L'échec, quand on n'en voit pas le bout, il finit par faire partie de nous. Et on endosse facilement le costume du loser en pensant que tout ça est dû à nos capacités pratiques ou intellectuelles. Si je vous ai parlé de l'école en premier lieu, le dessin, on va y venir, c'est que nous avons tous en commun cet héritage pédagogique. Mais en ce qui concerne les disciplines artistiques, le constat est le même. En entendant ça, vous avez peut-être quelques éléments de réponse sur l'autre question ultime qui m'a longtemps traversé l'esprit. Pourquoi tout ça me paraissait si ennuyeux? Pour beaucoup d'entre nous, le dessin est juste une passion ou un passe-temps. Il n'est donc absolument pas question de se farcir des cours avec un prof qui vous tape sur les doigts. L'objectif est simple, dessiner ce que vous aimez en vous faisant plaisir. Et sur internet aujourd'hui, évidemment, il y en a pour tous les goûts et dans tous les styles. Des natures mortes et des bouquets de fleurs en tout genre, des mangas hyper populaires, et bien sûr des dragons et des princesses pour les fans d'Heroic Fantasy. Mais bien au-delà de l'évolution du style, la technologie et les nouveaux outils ont ouvert un champ de possibilités bien plus large pour apprendre. Alors oui, on peut se poser la question. Malgré ces évolutions, l'académisme est-il encore un modèle clé pour maîtriser le dessin aujourd'hui? Ou alors, y a-t-il des alternatives plus efficaces et rapides? Pour ça, il est important de comprendre comment tout ça a évolué dans l'histoire. Comment le dessin était enseigné, ce qui se fait actuellement, mais aussi, et par-dessus tout, quelles sont les compétences qui feront de vous un bon dessinateur, quelle que soit la voie que vous choisissez. La première notion forte que l'on peut noter d'un point de vue pédagogique, c'est le rapport hiérarchique. À l'époque, il était évidemment beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui, avec d'un côté les maîtres et de l'autre les disciples ou les apprentis. Mais autre détail et différence très importante, seuls les gens appartenant à une catégorie sociale élevée avaient accès à cet apprentissage. On s'aperçoit très vite que pour faire de l'art, il fallait appartenir à la noblesse ou au minimum être un bourgeois. Le système était encore très loin d'être démocratisé. Raphaël, 1423, né d'un père peintre à la cour et souverain de la petite ville d'Urbino. Michel-Ange, né en 1475 au château de Caprez et fils de magistrat. Léonard de Vinci, 1452, fils de chancelier et ambassadeur florentin. Ou plus tard, et pour parler d'une autre école, Rembrandt, né aux alentours de 1605, également issu d'une famille aisée. Et la liste est encore très longue. Bref, comme on peut le voir à cette époque, le modèle de l'artiste maudit n'est pas encore à la mode. Mais au-delà des appartenances sociales, il existe une façon très précise de transmettre le savoir. Si chaque cas est différent, voilà en gros le parcours type de l'artiste né entre le 15e et 18e siècle. D'abord, pour être initié aux arts et à une discipline artistique, il fallait être introduit par un proche dans l'atelier d'un sculpteur, peintre, architecte ou céramiste. Comme dans la plupart des ateliers, le maître devait répondre à plusieurs commandes simultanément et avait donc en charge plusieurs élèves. En général, l'apprenti était formé bien avant l'âge adulte. Et comme cela se faisait à l'époque, il démarrait souvent en bas de l'échelle. Le bas de l'échelle pour lui, c'était des tâches plus ou moins ingrates à effectuer, comme par exemple balayer l'atelier, préparer les outils ou les pinceaux, broyer les pigments ou préparer la peinture et les vernis. Puis, comme dans tout système hiérarchique, il prend du galon, gagne en compétences et devient compagnon. Ce terme de compagnon signifie que l'apprenti se voit confier des tâches d'exécution, comme par exemple reporter les dessins du maître sur la toile, puis peu à peu peindre des éléments de second plan comme des décors ou des paysages lointains. Progressivement, en fonction de l'acquisition de ses compétences, il sera amené à réaliser des parties entières des œuvres. Bien évidemment, cette pratique était courante et s'est même prolongée dans le temps. Et encore aujourd'hui, on se pose la question sur l'origine de certaines œuvres, car des œuvres attribuées à l'artiste lui-même étaient en général réalisées à plusieurs mains, c'est-à-dire collectivement.
Et si les capacités de chaque disciple étaient inégales, le niveau moyen de l'élève lambda devait quand même être assez élevé. Ce que l'on peut retirer de cette époque, c'est qu'une valeur primait sur le reste, l'exigence. Car tout ça était en fait motivé par une seule et même chose, répondre à des exigences supérieures et notamment aux demandes artistiques de la cour. L'élève passait donc rapidement du statut d'apprenti à celui bien plus utile d'employé. Dans certaines grandes villes, les écoles d'apprentis étaient aussi appelées académies. Ce système a perduré plusieurs siècles avant d'être remplacé par celui que l'on connaît actuellement, l'école d'art. Mais là encore, est-ce que leur apparition a vraiment changé l'apprentissage ? Une révolution ne se fait pas en un jour, et les premières écoles d'art évidemment sont les héritières directes de ce système. La plus célèbre étant l'Académie royale de peinture et de sculpture créée en 1648, qui deviendra par la suite l'École nationale supérieure des beaux-arts. Petit aparté, je vous parle ici évidemment du modèle français. Mais à cette époque, la culture française rayonnait sur l'ensemble des pays voisins. On peut donc considérer sans trop se tromper que c'était assez représentatif de ce qui se passait ailleurs en Europe. L'objectif de ces écoles était de former les meilleurs artistes du royaume, dont les plus doués avaient le privilège d'être nommés académiciens. Cela leur garantissait protection, participation au fameux salon de l'Académie des Beaux-Arts et effectivement surtout commande d'État. Mais il y avait aussi un autre but. La devise de l'école était Libertas Artibus Restituta, ce qui signifie tout simplement liberté rendue aux arts. Cette liberté consistait à s'affranchir du modèle des corporations que l'on a vu avant. En gros, les fondateurs refusaient d'être soumis à des maîtres qui étaient à la fois artisans et entrepreneurs, et souvent successeurs de leur père. Pour eux, le statut d'artisan était jugé trop commun. Ils préféraient le modèle d'arts libéraux, qui deviendra plus tard le terme beaux-arts, regroupant la peinture, la sculpture, la danse, l'architecture ou encore la gravure. C'est donc une vision plus institutionnelle, mais tout aussi élitiste. Pour revenir à son enseignement, il était bien entendu basé sur des méthodes académiques. Mais au fait, sur quoi se base réellement l'académisme artistique de l'époque ? Tout commençait par la copie de dessin. Puis l'élève passait à la réalisation d'études d'après la bosse. La bosse signifie un dessin exécuté à partir d'une sculpture ou d'un moulage. S'exercer d'après la bosse permet d'aborder le modèle vivant plus simplement. Pourquoi ? Parce que la sculpture est plus lisse et comporte moins d'aspérité qu'un vrai visage. La lumière et l'ombre en opposition se diffusent et se délimitent donc beaucoup plus clairement. Petit aparté, si vous voulez vous entraîner d'après la bosse, je vous recommande vivement le fameux livre de Charles Bargue et Jean-Léon Gérôme, Cours de dessin. Pour le coup, Jean-Léon Gérôme était vraiment un peintre officiel et l'artiste académique par excellence. Le procédé est très bien expliqué et vous avez des tas de modèles de pieds, de mains et de bustes antiques pour vous exercer. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Bref, après l'étude des bustes, l'élève passait ensuite à des statues entières, puis étudiait aussi des écorchés pour comprendre l'anatomie. Après avoir acquis une certaine maîtrise, il passait ensuite évidemment au dessin de modèles vivants. Il abordait ensuite le dessin animalier, plus complexe car plus difficile à étudier d'après nature, les drapés et pour finir l'étude de la couleur. À l'époque, il n'existe aucun autre modèle d'apprentissage, tout est donc basé sur la représentation la plus fidèle de la nature. Le but n'est pas d'affirmer son style de dessin ni de cultiver sa différence artistique, mais de s'approcher le plus possible de la réalité et du modèle choisi. Donc d'un point de vue de l'apprentissage, rien n'a vraiment changé. Le véritable changement, c'est maintenant. Le premier grand bouleversement est évidemment celui de la photographie, créée environ entre 1810 et 1839. Au début, la photo était utilisée par des peintres comme aide et référence pour leurs travaux, remplaçant des outils existants comme le perspectographe par exemple, un outil permettant de reproduire la perspective avec exactitude. La photo oblige donc les artistes, logiquement, à reconsidérer leur place et leur fonction. Parce que si la copie d'après nature ne représente objectivement plus les mêmes difficultés, c'est tout le savoir-faire des maîtres et du système académique qui en prend un sacré coup. La démarche d'un artiste ne peut donc plus s'appuyer sur la représentation du réel. Si certains artistes persistent et veulent y croire dur comme fer, on ne lutte pas éternellement contre l'évolution. L'art académique dominera encore le paysage pictural du 19e siècle. Mais il finira évidemment par être tourné en dérision, certains le qualifiant d'art pompier. Un art de plus en plus contesté, jugé comme trop normatif, s'appuyant uniquement sur un héritage passé. Bref, vous connaissez la suite, avec l'avènement de l'impressionnisme au 19e siècle, l'histoire est en marche.
Mais la rupture avec l'académisme artistique ne vient pas uniquement de l'évolution de la peinture. La satire, l'humour, tout ça existait au théâtre ou en littérature. Mais comme on l'a vu, les beaux-arts, eux, étaient placés bien au-dessus de ça. Et malgré quelques scènes de campagne ou de banquet, l'artiste ne se mélangeait pas vraiment avec le peuple. En réalité, ce qui a tout fait basculer, c'est la somme de plusieurs phénomènes. Il y eut d'abord les premières caricatures, qui en réalité sont apparues bien plus tôt, aux alentours du XVIe siècle. Elles étaient appelées portraits-charges. Les artistes s'amusaient donc à charger, soit caricaturer leurs élèves ou leurs amis. Mais il y eut aussi une nouvelle façon de raconter les histoires. Aux alentours de 1827, une nouvelle forme d'art apparaît. Un genre mixte à la croisée de l'écriture littéraire et graphique. Selon Rodolphe Töpffer, écrivain et politicien suisse auquel on attribue son invention, ce nouveau genre n'est autre que la BD, qu'il appellera dans un premier temps littérature en estampe. Ce que Töpffer dit, c'est que ce procédé est loin d'être une simple juxtaposition entre des textes et des images. Leur singularité et leur intérêt venant justement de cette complémentarité entre narration et illustration. Sans le dessin, le texte n'aurait pas de sens, mais ce dernier facilite grandement la compréhension de l'histoire. Mais ces dessins d'un nouveau genre n'auraient jamais pu devenir aussi populaires sans l'apparition et l'évolution de la presse à grande échelle et l'invention de la lithographie. Avec la liberté de la presse proclamée en 1824, les journaux et la critique sociale et politique notamment connaissent un essor incroyable. Cela devient si populaire dans l'opinion publique que peu après la censure va frapper et elle sera réimposée à nouveau par les politiques. S'enchaînera donc un long bras de fer d'un côté pour lutter contre le pouvoir en place et de l'autre pour faire interdire ces publications. Bref, pour en revenir au simple aspect graphique de la chose, c'est quand même le point de départ de beaucoup de nos influences actuelles. Ce sont vraiment ces phénomènes qui créent une vraie rupture avec la pensée académique et qui mettent en avant un autre pilier gigantesque de l'art, le dessin d'imagination. Et là, les possibilités sont infinies et n'ont jamais cessé de se développer. Il n'y a qu'à voir un rayon de bande dessinée pour voir la diversité énorme des styles. Et à chaque genre, sa propre identité graphique. En prenant l'exemple du manga, il existe des caractéristiques graphiques précises pour dessiner les cheveux, les yeux et même simuler les ombres sur un visage. Et si certains dessins comportent un niveau de détail très poussé, on s'éloigne forcément du réalisme académique. Le pourquoi est très simple. Créer une BD demande un boulot énorme. Ces conventions de style permettent de travailler plus rapidement, d'être cohérent à chaque case et de faciliter la production en série. Il y a un style Marvel, imposé par les dessinateurs originaux comme Kirby et bien entendu le génial créateur de l'univers et des personnages, Stan Lee. Ce style est immédiatement identifiable parmi 1000 autres, et c'est ce qui fait de Marvel ou DC Comics un genre à part entière dans la BD. Le tracé, les techniques d'ancrage, les hachures, tout ça sont des caractéristiques que l'on ne retrouve que dans les comics. Peu importe qui dessine aujourd'hui. C'est cette stylisation et cet univers graphique qui résistent au temps et dépassent largement leurs créateurs. L'exemple de Marvel ou DC est particulièrement intéressant parce que ce qui peut nous sauter aux yeux, c'est la précision et le réalisme des dessins. On peut en ça y voir un héritage classique, notamment dans la manière de dessiner les muscles et l'anatomie. Et si l'on y réfléchit bien, ce réalisme, c'est ce qui caractérise le mieux ces personnages. D'ailleurs, les caractéristiques de ces super-héros sont très révélatrices d'un biais psychologique que nous partageons tous, notre besoin d'identification. Finalement, ce sont au départ de braves types comme nous, mais à la fois avec des muscles et des super-pouvoirs, ce qui leur permet à la fin de faire des trucs extraordinaires, voire de sauver le monde. Parce que oui, on a aussi besoin de rêver. Évidemment, il existe d'autres genres plus naïfs et plus originaux dans le dessin animé ou la BD. Mais cette vision à la fois réaliste et mystique traverse les époques parce que c'est ce qui fait notre cerveau. D'un côté, le réalisme. C'est ce que nous voyons de notre fenêtre, la voiture qui passe. Le réalisme, c'est nous et notre narcissisme. Et de l'autre, nos rêves, nos envies, plus ou moins conscients. C'est elle qui nous bluffe le plus parce qu'elle trompe notre œil. C'est à la fois vrai quand on regarde une peinture de Michel-Ange ou quand on voit au cinéma Spider-Man ou Hulk en 3D. Donc, avec tout ça, la vraie question est, passe-t-on encore par les mêmes chemins pour apprendre et créer ? Non, bien sûr. Si tous deux aiment les comics, un dessinateur américain des années 60 n'a absolument pas les mêmes références qu'un gamin d'aujourd'hui élevé aux jeux vidéo. Tout évolue en permanence et l'outil informatique a fait sauter pas mal de verrous.
Par exemple, si l'on prend l'architecture, discipline académique ancestrale et bien connue par nos maîtres, force est de constater que les logiciels ont fait le boulot et ont révolutionné la façon d'être architecte. Mais on peut dire aussi que nos constructions n'ont absolument rien à voir avec celles du 18e ou 19e siècle. Plus besoin d'apprendre la perspective technique enseignée par Léonard, votre ordinateur et le logiciel qui va avec le calcule et le fait rapidement pour vous. Beaucoup de dessinateurs aujourd'hui ne passent plus par la case académique en étudiant d'après nature ou le modèle vivant. Dans la création d'un film d'animation aujourd'hui, le dessin reste un maillon important de la chaîne pour inventer, mais un maillon seulement. Des croquis pour inventer des personnages, des storyboards pour visualiser et clarifier la mise en scène, mais après, tout prend vie grâce au logiciel de 3D. Les personnages sont d'abord modélisés pour qu'ils puissent s'animer ensuite dans l'espace et colorisés, texturés, tout ça grâce à des moteurs de rendu très poussés. D'ailleurs, en préparant cette vidéo et en énumérant tous ces outils et innovations, une pensée m'a traversé l'esprit. Un truc pour le moins pas très réjouissant. Dessinera-t-on encore dans 100 ans ? CQFD. En tout cas, les mains dans le cambouis, allongées sur un échafaudage pendant des mois ou des années pour peindre le plafond de la Sixtine, c'est terminé. Je vous l'accorde, ça a moins de gueule et l'histoire est moins belle, parce que si personne n'a le savoir-faire de Michel-Ange aujourd'hui, il aurait certainement halluciné devant certaines scènes de Game of Thrones. La révolution est en marche et les années 2000 ont transformé à jamais le monde de la création. Comme on l'a vu, systématiquement, c'est l'évolution technologique qui fait bouger les lignes. Elle crée de nouvelles influences, de nouveaux métiers. Et si les dessinateurs et peintres sont loin d'avoir le même prestige et le même rang qu'à l'époque classique, l'art, son milieu, le marché ont eux aussi évolué. Et ça n'empêche avec tout ça qu'il existe encore de dessinateurs chevronnés, et ce, dans tous les styles. Logique. De plus en plus de gens se forment au métier artistique et dessinent. L'émergence des écoles d'art, de multimédia, d'animation et plus directement le nombre d'amateurs autodidactes, c'est-à-dire nous regardant YouTube et dessinant des mangas, des super-héros et des personnages très cute, explose. Mais ces évolutions technologiques n'ont pas forcément enterré définitivement les bonnes vieilles méthodes. D'un point de vue artistique, ok, l'académisme est relégué au second rang, mais s'il est encore enseigné dans les écoles d'art et que ce modèle perdure, c'est pour une raison assez simple. Si les genres, les technologies et le monde autour de nous évoluent de plus en plus rapidement, une chose reste fixe, les compétences à développer pour devenir un bon dessinateur. Et là, retour à la case départ. Pour reproduire ou dessiner un chien, un lampadaire ou un personnage, vous aurez recours et vous devrez développer les mêmes facultés visuelles et cognitives. Entre autres, la perception des formes, des espaces qui nous entourent et du relief et du volume produit par la réflexion de la lumière et de la texture. Pour ça, devons-nous acquérir les mêmes compétences qu'il y a 200 ans ? Oui, mais autrement. Les moyens évoluent et il devient évident que les méthodes d'apprentissage doivent être réinventées. Et à l'époque académique, il y avait déjà des précurseurs et des rebelles, comme par exemple Horace Lecoq de Bois-Baudran, un peintre du 19e qui renonça à sa carrière d'artiste pour se consacrer à l'enseignement. Celui-ci contestait fermement le modèle académique en mettant en avant le développement de la mémoire visuelle. Un truc pas très en vogue à l'époque. Beaucoup plus récemment, dans les années 80, Betty Edwards notamment fera une petite révolution et écrira un ovni bien connu, dessiné grâce au cerveau droit. Elle-même ou d'autres comme Nicolaides ouvriront une autre voie dans l'apprentissage du dessin, dissociant clairement les facultés d'un dessinateur avec le raisonnement logique. Mais une autre donnée importante ignorée par l'académisme est la notion de plaisir. Le plaisir dans l'apprentissage entraîne la curiosité et c'est un moteur incroyable pour intégrer la connaissance. Mais quelle que soit la voie que vous choisissez, après le plaisir, d'autres principes datant d'autres époques reviennent forcément. Des trucs comme la persévérance, le travail, la ténacité. Bref, un héritage précieux qui vous permettra d'accomplir de grandes choses. Alors oui, il faut bosser et c'est souvent ce qu'on a du mal à faire sans cadre. Mais terminons sur une note positive. La période que nous vivons aujourd'hui est précieuse et absolument unique dans l'histoire. L'apprentissage n'a jamais été aussi libre et accessible. En quelques clics, vous avez accès à l'information et au savoir, et ce, dans quasiment tous les domaines.
Exemple simple, il y a 20 ans, écrire, tourner, monter et diffuser cette vidéo seul dans mes pompes aurait été tout simplement impossible. Alors que vous ayez 8, 12 ou 65 ans, n'attendez jamais. Dernier mot pour Monsieur Astier, merci pour l'inspiration. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous un très beau pouce bleu. Sur ce, bon dessin à tous, à une prochaine, salut. Pour faire lien avec le dernier chapitre de cette vidéo, si vous pratiquez le dessin seul ou vous faites partie d'un cours et que vous souhaitez sortir du modèle classique et académique, vous cliquez sur le lien dans la description ou sur cette miniature et vous allez recevoir un email chaque semaine environ contenant des exercices, des conseils, mais aussi du soutien pour pratiquer en autodidacte et tester également des méthodes différentes. Sur ce, à la prochaine, salut!